Ils ont simplement demandé à un inconnu s'il pouvait leur donner quelques restes. Et ce jour-là, 3 vies ont changé à jamais. Il était sur le point de terminer son déjeuner. Sa voix était si faible qu'elle semblait se perdre dans la chaleur. « Pourrions-nous avoir vos restes, monsieur ?» Lorsqu'il s'est retourné et a croisé leurs regards, son monde s'est arrêté. Ce qui avait commencé comme un simple déjeuner sous un soleil de plomb est devenu le début d'une autre histoire. Personne n'aurait pu le deviner, pas même lui. Avant de vous lancer dans ce voyage extraordinaire, rempli d'amour, de pertes et de guérison, si des histoires comme celle-ci vous touchent, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Votre soutien nous aide à donner vie à davantage d'histoires humaines, des histoires qui nous rappellent que la gentillesse compte toujours et que la famille peut se trouver dans les endroits les plus inattendus. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé sous le soleil de midi. Le soleil de midi cuisait les routes poussiéreuses de Val-Sérène, les transformant en rubans d'argile craquelés qui scintillaient sous les vagues de chaleur comme un mirage dans le désert. La ville avait autrefois été fière, animée par les ouvriers agricoles, les vieux camions et les offices du dimanche. Mais à présent, le silence flottait dans l'air comme de la poussière, épais, immobile, oublié. Mercer Callahan sortit de sa camionnette rouillée et essuya la sueur de son front avec le bord de sa manche en jean. Ses longs cheveux décolorés par le soleil collaient à sa nuque. Il repoussa son chapeau en arrière et plissa les yeux en direction du seul restaurant ouvert en ville, Ruthie's Eats. Il n'y avait ni ombre ni brise, juste le bourdonnement d'un lampadaire cassé et le murmure de la vieille enseigne du restaurant qui se balançait au-dessus. Il n'avait pas l'habitude de manger dehors, plus maintenant. Pas depuis que les choses avaient changé. Mais aujourd'hui, sa fille Élise avait insisté pour aller à vélo au magasin du coin acheter des glaces, et Mercer avait décidé de profiter de l'occasion pour prendre un sandwich, peut-être même s'asseoir pour une fois sans le poids d'une clé à molette dans les mains. À l'intérieur du restaurant, il commanda une assiette de brisquettes et d'œufs qu'il emporta dehors. Il préférait le grand air. Alors qu'il s'installait sur le banc sous l'auvent, la chaleur l'enveloppa comme une couverture de pierre. Il se mit à manger, sans vraiment goûter, l'esprit à moitié occupé par les factures qui l'attendaient à la maison, et l'autre moitié par le moteur qu'il avait remonté et qu'il n'arrivait pas à comprendre. Puis il l'entendit, une petite voix, faible et sèche, comme le vent sur le gravier. « On peut avoir vos restes, monsieur ?» Il s'arrêta de mâcher, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Le monde autour de lui était immobile. Même les mouches semblaient avoir suspendu leur vol. Il se retourna lentement. Là, juste au bord de l'auvent, en plein soleil, se tenaient 2 filles, des jumelles. Elles avaient environ 7 ou 8 ans, étaient pieds nus et couvertes de poussière jusqu'aux genoux. L'une portait une robe en jean qui avait connu des jours meilleurs. L'autre avait un short kaki trop grand, serré à la taille par un lacet. Toutes 2 serraient contre elles des chapeaux de paille tombants. Mais ce ne fut pas leurs vêtements qui frappèrent Mercer comme un coup de massue. Ce furent leurs yeux, grands ouverts, immobiles. Le genre d'immobilité qui ne vient qu'après trop de nuits passées, sans endroit sûr où dormir. Le genre de regard qui ne supplie pas, mais qui demande quand même. Il cligna des yeux, déglutit, et parvint à reprendre son souffle. « Vous êtes seul ici ?» La fille de gauche acquiesça légèrement. Sa sœur serra plus fort le bord de son chapeau. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Pas d'adultes, pas de voiture, pas de sac, juste la chaleur et le silence. « Allez, asseyez-vous » dit-il en se décalant pour leur faire de la place sur le banc. « vous ne voulez pas de mes restes. Je vais vous chercher une assiette. » Les Suffilareux ne bougèrent pas. Mercer se leva, se dirigea vers la porte et se pencha à l'intérieur. « Ruthie, appela-t-il, prépare 2 assiettes
avec ce qu'il y a de plus rapide et de plus froid pour ses filles, et apporte de l'eau en plus. De retour dehors, les filles n'avaient toujours pas avancé. Mercer s'accroupit et les regarda à nouveau dans les yeux, plus près cette fois. L'une d'elles sursauta. « Je ne vais pas vous faire de mal, » dit-il, d'une voix basse et calme. « Vous n'avez pas à avoir peur, vous avez faim. » Elles acquiescèrent à l'unisson. Il ne posa pas d'autres questions. Pas encore. Il retira simplement son chapeau, le posa délicatement sur la tête de la plus petite, celle dont les lèvres commençaient à gercer, et leur fit signe de s'asseoir sur le banc. L'autre la suivit. Quelques minutes plus tard, Ruthie revint, avec des assiettes remplies à ras-bord et un pichet d'eau glacée. Les filles mangèrent comme si elles n'avaient pas mangé depuis des jours. Mercer ne dit rien. Il se contenta d'observer, et il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, un profond sentiment de solitude qui n'était pas de la mélancolie, c'était de la reconnaissance, ce regard dans leurs yeux. Il l'avait déjà vu une fois à l'hôpital, le jour où sa femme était morte en donnant naissance à Élise. La même question, sans mots. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pendant qu'elle mangeait, Élise revint, une glace à la main, ses cheveux bruns s'échappant de sa tresse dans le vent. Elle s'arrêta à la vue des deux filles. « Papa ?» demanda-t-elle doucement. Mercer se leva et ouvrit les bras. « Tout va bien, ma chérie. Ce sont juste des invités. » Élise s'approcha lentement, puis fit quelque chose à laquelle Mercer ne s'attendait pas. Elle ôta son propre chapeau de paille, usé par des années passées dans la grange, et le posa sur la tête de l'autre jumelle. « Voilà, » dit-elle en caressant doucement les cheveux de la fillette. « Tu vas attraper un coup de soleil. » Personne ne parla après cela. Les filles continuèrent à manger. Mercer se rassit, essayant de réfléchir à ce qu'il allait bien pouvoir faire. Qui étaient ces filles? Où étaient leurs parents? Pourquoi étaient-elles ici? Pourquoi lui? Il aurait dû appeler le shérif. Il aurait dû dire à Ruthie d'appeler les services sociaux. Mais au lieu de cela, il resta assis là à regarder les filles manger le chapeau, protégeant leurs petits visages brûlés par le soleil. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, même à lui-même, il murmura « Vous êtes en sécurité maintenant ». La vieille porte moustiquaire grinça lorsque Mercer l'ouvrit, la tenant suffisamment longtemps pour que les filles puissent entrer dans l'ombre du restaurant de Ruthie. L'air frais, légèrement parfumé par l'huile de friture et le liquide vaisselle, caressa leur visage comme une gentillesse qu'elles n'avaient pas méritée. Aucune d'elles ne parla. Elles avancèrent ensemble, leurs pas se reflétant, leurs mains s'effleurant, sans jamais se toucher, comme si elles étaient liées par quelque chose d'invisible et de fragile. Élise traînait derrière elle, son esquimau à moitié fondu, oublié dans sa main. Ruthie se tenait derrière le comptoir, les bras croisés sur son tablier, observant le trio étrange avec des yeux plissés mais curieux. « Tu es sûre de toi, Mercer ?» demanda-t-elle à voix basse. Mercer lui fit un petit signe de tête. « Je veux juste m'assurer qu'elles vont bien. Je verrai ensuite. » Ruthie ne discuta pas. Elle disparut à l'arrière et revint avec 2 sacs en papier remplis de sandwichs froids, de pommes et de bouteilles d'eau. Mercer s'accroupit à nouveau à côté des filles, cette fois à l'intérieur. « On rentre à la maison. D'accord, ce n'est pas trop loin. Vous aurez de l'ombre à manger et un toit pour cette nuit. Ça me va. » L'une d'elles, la plus grande, leva les yeux. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Elle se contenta d'acquiescer lentement. L'autre resta immobile, le doigt toujours agrippé au chapeau de paille d'Élise. De retour au camion, Mercer ouvrit la porte et guida doucement les filles à l'intérieur. Élise se glissa à côté d'elle et leur adressa un sourire timide. « Nous avons des chèvres, » dit-elle. Elles crient pour un rien. Pour la première fois, Mercer vit un sourire effleurer le visage de la plus petite, feinte,
fugace, mais réel. Le trajet du retour fut silencieux, à l'exception du faible bruit des pneus sur le gravier et de la toux occasionnelle du moteur vieillissant du camion. Mercé gardait un œil sur le rétroviseur, observant les filles en silence. Elles ne parlaient pas, ne bougeaient pas, ne demandaient pas où elles allaient. Ce calme, à nouveau, celui qui naît de la peur et de l'épuisement. Ils le connaissaient trop bien. Quand ils arrivèrent à la ferme, le soleil commençait à descendre, projetant de longues ombres dorées à travers les champs. Des poules se précipitaient dans la cour, et une chèvre bêla comme si elle avait reçu un signal. « Bienvenue dans notre royaume », annonça Élise fièrement. Mercé aida les filles à descendre du camion, et elles restèrent debout, à regarder la maison comme si elle venait d'une autre planète. Le porche était peu résistant, avec 2 fauteuils à bascule grinçants, dont la peinture blanche s'écaillait. Mais c'était bien réel, et cela tenait debout. Mercé désigna la cuisine. « Allez, asseyez-vous, reposez-vous, je vais préparer la chambre d'amis. » Il monta l'escalier étroit jusqu'au 2e étage, se dirigeant vers la pièce, qui était fermée depuis, depuis toujours. Elle avait autrefois servi de chambre d'enfant, puis de débarras. Il retira les couvertures qui recouvraient les cartons, dépoussiéra le lit et ouvrit la fenêtre pour laisser entrer la brise sèche du soir. En bas, Élise versa de l'eau dans 3 tasses dépareillées. Elle en posa une devant chacune des filles, puis s'assit en face d'elle, à la table de la cuisine. Sa voix était douce. « Vous pouvez prendre ma chambre si vous voulez. Elle a la plus belle vue. » L'une des filles finit par parler, d'une voix à peine audible. « On ne veut rien prendre. » Élise pencha la tête. « Vous ne prenez rien. Vous êtes juste ici. » Mercé s'arrêta dans l'escalier pour écouter. L'innocence dans la voix de sa fille, la prudence avec laquelle elle choisissait ses mots, cela le bouleversa profondément. Il appuya une main sur la rampe pour se stabiliser. Plus tard dans la soirée, après le dîner et une conversation embarrassante, Mercé borda Élise dans son lit. Elle serrait son cheval, en peluche, contre sa poitrine. « Papa », murmura-t-elle. « Oui, ma chérie, ils ont un nom. » Mercé soupira et repoussa ses cheveux en arrière. Ils ne l'ont pas dit. Elle resta silencieuse pendant un moment, puis elle le regarda et demanda « Que se passera-t-il si personne ne vient les chercher ?» Il hésita. « On verra bien. » Élise tendit la main sous son oreiller et en sortit un morceau de papier plié. « Tu peux leur donner ça. » Il le prit, le cœur lourd. Sur le devant, de son écriture enfantine et soignée, était écrit « Si vous restez, je partagerai papa. » Il ne l'ouvrit pas. Il n'en avait pas besoin. En bas, les filles étaient assises sur le tapis du salon, adossées au canapé, la tête tombée en sommeil. Mercé leur tendit un oreiller et une couverture à chacune. « Demain, dit-il doucement, nous irons en ville pour parler à quelqu'un qui pourra vous aider à retrouver vos parents. Mais ce soir, reposez-vous. Vous êtes en sécurité ici. » L'une des filles acquiesça lentement. L'autre serrait le chapeau de paille contre sa poitrine, comme un trésor. Mercé s'assit dans le fauteuil, en face d'elle, et les regarda respirer. Elle semblait si petite, si fragile, et pourtant si résistante, comme seuls les enfants, qui ont trop souffert, et trop tôt, peuvent l'être. L'horloge sonna minuit, avant qu'il ne bouge. En montant les escaliers vers sa chambre, il passa devant la porte d'Élise. La lueur de la lune éclairait le sol. Sur un coup de tête, il se pencha. Elle dormait. Un bras s'étirait sur sa poitrine, se levant et s'abaissant dans un rythme paisible. Mercé s'approcha, embrassa son front et murmura « Tu es plus courageuse que je ne l'ai jamais été. » Dehors, la chèvre remua. Une brise fit teinter les carillons éoliens sur le porche. Quelque part dans l'immensité de la nuit texane, l'histoire de quelqu'un touchait à sa fin. Mais ici, dans cette petite ferme, quelque chose d'autre commençait. Mercé se réveilla dans le calme.
pas le silence de l'absence ou de la solitude. Il connaissait trop bien celui-là, mais un silence plus complet, le genre de silence qui enveloppe une maison lorsque la vie reprend prudemment ses droits dans les pièces. L'air était immobile, mais pas vide. Quelque chose avait changé. Il traversa le couloir pieds nus et s'arrêta devant la porte d'Élise. Elle était entr'ouverte, comme il l'avait laissée. La lumière du matin filtrait à travers le parquet, projetant de douces lignes dorées sur sa couverture. Elle était déjà levée. En bas, il la trouva dans la cuisine, ouvrant délicatement le réfrigérateur d'une main, tout en tenant un carton d'œufs de l'autre. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval asymétrique, et elle portait son t-shirt préféré, violet, délavé, avec un cheval dansant sur le devant. « Bonjour », dit-elle d'un ton enjoué, comme si deux étrangers n'avaient de pas passé la nuit dans leur salon. Mercé haussa un sourcil. « Tu préparais juste des œufs brouillés », dit-elle, « et des toasts. Je me suis dit qu'ils auraient faim au réveil. » Il se servit une tasse de café, ne sachant toujours pas quoi dire. Tout lui semblait irréel. Les jumeaux, qui n'avaient pas encore de nom, ni d'histoire, ni d'explication, dormaient toujours sur le sol. Et pourtant, la maison ne semblait pas envahie. Elle semblait plus complète. « Elles vous ont parlé ?» demanda-t-il. Élise secoua la tête. L'une d'elles a souri cependant, la plus petite, quand je lui ai donné l'oreiller. « C'est déjà ça », murmura Mercer. Ils mangèrent dans un silence impatient, jetant tous les deux un coup d'œil vers le salon toutes les quelques minutes. Puis enfin, ils entendirent le bruit des couvertures qui bougeaient. Deux paires de pas légers et prudents s'approchèrent de la porte de la cuisine. Mercé se leva. Les filles se tenaient juste à l'entrée, les cheveux emmêlés, les yeux lourds de sommeil. Mais elles n'avaient pas peur, pas comme hier. « Nous avons préparé le petit déjeuner », dit Élise d'un ton enjoué. « Vous pouvez vous asseoir ici, à côté de moi. » La plus grande hésita, puis s'approcha lentement et s'assit. La plus petite la suivit, serrant la main de sa sœur sous la table. Mercé glissa des assiettes devant elle. « Pas de précipitation, dit-il. Mangez ce que vous pouvez. » Elles acquiescèrent, sans se regarder, mais elles commencèrent à manger. « Vous voulez nous dire vos noms ?» demanda Élise, après quelques minutes. Les filles échangèrent un regard. La plus grande prit la parole, d'une voix à peine audible. « Je m'appelle Rose. » L'autre ajouta doucement. « Et moi, c'est celui-là. » Élise sourit. « Je m'appelle Élise. C'est mon papa. Vous pouvez l'appeler Mercer si vous voulez. Ou papa. Je partage. » La main de Mercer s'immobilisa à mi-chemin de sa tasse. Rose cligna des yeux. « Pourquoi partagerais-tu ton papa ?» Élise pencha la tête. « Parce que vous n'en avez pas pour le moment, et qu'il est gentil, et ça ne me dérange pas. » Willow baissa les yeux vers son assiette. Rose fixait Élise, les yeux écarquillés, comme si elle ne comprenait pas qu'on puisse lui donner quelque chose sans qu'elle ait à le mériter. Mercer s'éclaircit la gorge. « Du cheval. Merci, Élise. » Elle haussa les épaules et continua à mâcher. Après le petit déjeuner, Mercer suggéra qu'ils passent un peu de temps dehors. L'air de fin d'été était chaud, mais agréable, et les chèvres étaient déjà en train de faire leurs pitreries habituelles, se blessant, poursuivant les poules, grimpant sur tout ce qui avait une surface plane. Willa rit la première, d'un petit rire surpris, lorsqu'une chèvre trébucha sur un seau et sembla personnellement offensée par cette expérience. Mercé surprit son regard et sourit. Puis vint le moment qui le fit s'arrêter net. Élise prit la main de Willa et la conduisit vers la clôture. Rose les suivit, mais plus lentement. Mercer observa depuis le porche sa fille montrer des fleurs sauvages aux filles, leur apprendre à siffler avec un brin d'herbe et même les laisser nourrir les chèvres. Tout était naturel, spontané. 3 enfants qui jouaient comme des enfants. Mais pour Mercer,
C'était comme regarder un miracle se dérouler au ralenti. Il s'appuya contre le poteau, son café refroidissant dans sa main, et murmura « Mon Dieu, ne me laissez pas gâcher ça ». Plus tard, pendant que les filles jouaient à l'ombre du vieux chêne, Mercer se glissa à l'intérieur. Il se rendit dans son bureau, ouvrit le tiroir qu'il n'avait pas touché depuis des années et en sortit un vieux cahier, celui de sa femme. À l'intérieur se trouvèrent des notes pour la chambre d'enfant qu'il n'avait jamais utilisées, des prénoms qu'il n'avait jamais donnés, griffonnés au crayon. Il lut son écriture délicate et bouclée. Si c'est une fille, peut-être Élise, pour l'espoir. Il déglutit péniblement et tourna la page. Un autre prénom, si nous en avions eu d'autres, peut-être Rose. Mercer s'adossa, son carnet ouvert sur les genoux, le bruit des rires des enfants filtrant à travers la porte moustiquaire. Rose. Ce soir-là, après avoir bordé Élise, il se retourna pour partir, mais s'arrêta. Quelque chose lui disait d'attendre. « Papa, » dit-elle doucement. « Oui, ma chérie, je les aime bien, je sais. Tu crois qu'ils vont rester ?» Mercer s'assit sur le bord de son lit. « Je ne sais pas encore, ça ne dépend pas seulement de moi, mais je pense qu'ils sont destinés à être ici, au moins pour l'instant. » Élise tendit la main sous son oreiller et ressortit le mot. Ils le lurent. Willa pleura un peu. Je crois que ça l'a aidé. Il embrassa son front. « Tu m'aides plus que tu ne le sais. » En bas, il trouva Rose et Willa, endormis sous la même pile de couvertures. Leurs mains étaient entrelacées, un petit détail, mais qui en disait plus long que n'importe quelle histoire. Il les couvrit doucement, éteignit la lampe et resta debout dans le silence. Mais cette fois, le silence était total. Le lendemain matin, le jour se leva, frais et pâle, avec cette lumière matinale qui promettait un répit, ne serait-ce que pour quelques heures, du soleil implacable du Texas. Mercer se tenait devant l'évier, rinçant une tasse à café ébréchée, le regard fixé sur la vitre poussiéreuse. Dans le jardin, Élise Rose et Willa couraient pieds nus dans l'herbe couverte de rosée, leur rire s'élevant en vagues irrégulières. Tout semblait parfait, et cela le terrifiait. Il essuya la tasse, la posa et attrapa ses clés. Il était temps d'affronter la partie de la matinée qu'il redoutait le plus, emmener les filles en ville. Même s'il aurait voulu profiter encore un peu de ce miracle de tranquillité, il savait qu'il devait agir de manière responsable et prévenir quelqu'un, les services de protection de l'enfance, peut-être le shérif, quelqu'un dont c'était le travail de savoir quoi faire. Mais cela ne signifiait pas qu'il devait passer par eux en premier. Au lieu de cela, Mercer roula jusqu'à la sortie de Val-Sérène, passa devant le moulin à grains rouillés et le terrain de football envahi par la végétation, jusqu'à une petite caravane blanche garée à côté d'une grange qui n'avait pas vu de foin depuis une dizaine d'années. Sur le côté de la caravane, en lettres vertes délavées, on pouvait lire « Wellspring Outreach, aide et soutien mobile ». Il gara le camion, sortit et resta un moment immobile dans le silence. Puis il frappa. La porte s'ouvrit dans un grincement métallique et elle était là, Delaney Monroe. Ses cheveux, autrefois d'un noir de gesse et rebelle, étaient désormais parsemés d'argent qui lui donnait de la dignité. Elle portait un jean rentré dans des bottes éraflées et une chemise à carreaux délavés retroussée jusqu'au coude. Un stéthoscope pendait autour de son cou. Elle le regarda comme s'il était un fantôme, et peut-être qu'à cet instant, il l'était. « Mercer Callahan, dit-elle. « Bon sang, répondit-il avec un sourire penaud. « Ça fait longtemps. » Delaney s'appuya contre le cadre de la porte, les bras croisés. « La dernière fois que je t'ai vu, tu partais sur une Harley avec un feu arrière, cassé, et une guitare dont tu ne savais pas jouer. » Il rit. Il s'avère que la guitare sert à casser des choses. Son sourire s'adoucit, mais son regard se fit plus vif. « Qu'est-ce qui t'amène ici ?»
Mercer expira. J'ai trouvé 2 filles, ou plutôt, elles m'ont trouvé dehors, rôties et sales, affamées et silencieuses comme une pierre. Elles m'ont demandé tes restes. Delaney se redressa. Où sont-elles maintenant? À la maison, avec Élise et moi. Elle sortit en fermant la caravane derrière elle. Elles sont blessées? Pas visiblement, mais elles ne parlent pas beaucoup. Elles nous ont dit leurs noms, Rose et Willa. C'est tout. Delaney acquiesça d'un signe de tête décidé. Allons-y. Ils repartirent en silence. Mercer ne cessait de lui jeter des regards furtifs. Il observait ses mains posées fermement sur ses genoux. Il remarquait qu'elle se penchait encore légèrement vers la fenêtre, comme elle le faisait autrefois lorsqu'elle réfléchissait intensément. Lorsqu'ils arrivèrent, Élise courut vers le porche, pieds nus, en agitant la main. Delaney sortit du camion et s'agenouilla pour se mettre à l'haute odeur de la fillette. « Tu dois être Élise. Je m'appelle Delaney. » Élise l'observa un instant, puis acquiesça. « Nous avons des chèvres. C'est bon à savoir, » dit Delaney, en se relevant avec un sourire. À l'intérieur, Rose et Willa étaient assises par terre, avec un puzzle, une idée d'Élise pour créer des liens. Elles se raidirent lorsque Delaney entra dans la pièce, se redressant comme des biches, apercevant un mouvement dans les arbres. Delaney ne dit rien. Elle s'assit simplement par terre, en tailleur, à quelques mètres d'elle, prit une pièce du puzzle et attendit. Les minutes passèrent, puis Rose s'approcha et lui tendit une pièce, et tout à coup, la porte s'entr'ouvrit. Plus tard, après que les filles soient ressorties avec Élise, Delaney se tenait dans la cuisine, avec Mercer, les bras croisés. « Elles font confiance à Élise, dit-elle. « Elle leur fait confiance, répondit-il. Delaney scruta son visage. « Tu as l'air fatigué, Mercer, mais pas brisé. C'est nouveau. » Il s'appuya contre le comptoir. « Je ne sais pas trop ce que je fais. Je sais juste qu'elles ont besoin de quelqu'un. Et je ne les ai pas abandonnées. » Delaney hésita. « Tu as bien fait de les ramener à la maison, mais ce n'est pas simple. Tu le sais. Je ne veux pas que ce soit simple, dit-il. Je veux ce qui est juste. » Un silence pesant, mais pas inconfortable, s'installa entre eux. Puis Delaney demanda doucement, « Tu crois qu'elle fuit quelque chose? Tu crois qu'il fuit quelque chose? Je ne sais pas, mais ce ne sont pas juste des enfants perdus. Ils sont tout le temps sur leur garde, comme s'ils attendaient que tout leur soit repris. » Delaney regarda par la fenêtre où jouaient les filles. Willa avait enfin commencé à sourire. « On peut commencer par les soins médicaux, » dit-elle. « J'apporterai une trousse demain. Peut-être qu'ils parleront davantage avec le temps. » Il acquiesça. « Merci d'elle. » Elle le regarda. « Vraiment, tu ne m'as pas appelé comme ça depuis qu'on est enfant. Tu n'as pas sauvé ma famille depuis qu'on est enfant. » Elle ne répondit pas, mais elle ne détourna pas le regard non plus. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait derrière les peupliers, Mercer se retrouva seul sous le porche. Il regardait le vent jouer avec l'herbe sèche et écoutait les rires occasionnels des enfants à l'intérieur. Cela semblait irréel, comme entrer dans une vie qui aurait pu appartenir à quelqu'un d'autre, à un homme meilleur. Delaney sortit à côté de lui, son sac en bandoulière. « Je reviendrai demain, » dit-elle. Mercer acquiesça. « Tu dis toujours ça. » Elle s'arrêta sur la dernière marche. « Et tu ne le crois jamais. » Puis elle se retourna et s'enfonça dans le crépuscule, laissant derrière elle quelque chose que Mercer ne pouvait nommer, mais qu'il ressentait. Le grenier n'avait pas été touché depuis des années. C'était un endroit que Mercer avait appris à éviter, non par peur, mais par respect. Cette petite trappe, au-dessus du plafond du couloir, était plus qu'une simple entrée vers la poussière et les cartons oubliés. C'était le seul endroit qu'il n'avait pas touché depuis la mort d'Éléanore. Mais quelque chose bougeait en lui à présent. Ce n'était ni de la culpabilité, ni de la nostalgie.
C'était une détermination, calme, persistante. Le soleil était à peine levé. La maison dormait encore. Dehors, les chèvres bêlaient dans le vent. Mais à l'intérieur, tout était calme. Mercé gravit l'étroite échelle du couloir. Lentement, une main sur le bois, l'autre tenant une lampe de poche. Lorsque le panneau s'ouvrit en grinçant, une pluie de poussière s'abattit en flocons légers qui flottaient dans le faisceau de lumière comme des cendres. Il entra dans l'obscurité. Sa santé, le vieux papier sec et le temps qui passe. Un lit d'enfant usé était appuyé dans un coin, démonté et caché sous une couette qu'Elor avait cousue à la main avant la naissance d'Élise. Il y avait des boîtes étiquetées, vêtements d'hiver, affaires de bébé, et une autre, écrite d'une écriture cursive soignée, souvenir. « Ne touche pas », dit-il. Il hésita, puis s'agenouilla devant la boîte. L'ouvrir, c'était comme ouvrir une pièce scellée dans sa poitrine. À l'intérieur se trouvaient des fragments de leur vie, des photos, des billets de concert, des cartes postales de voyage qu'il n'avait jamais fait, puis un paquet de lettres attachées avec de la ficelle. Il défit le nœud lentement, avec révérence. La plupart étaient adressées à sa sœur, Evelyne. Mercer se figea. Il n'avait jamais rencontré Evelyne. Eleanor parlait rarement d'elle. Une fois, au cours de leur première année de mariage, elle avait mentionné avoir été séparée d'un frère ou d'une sœur, placée en famille d'accueil, trop douloureux pour être revisité. Elle avait dit « Certaines blessures ne se referment pas simplement parce qu'on le souhaite. » Mais ici, il y avait ces mots. Une lettre datée de 6 mois avant la naissance d'Élise le stoppa net. « J'ai réessayé aujourd'hui. Aucune trace, aucune adresse. Je ne sais même pas si elle est en vie. Mais si j'ai ce bébé et qu'elle est quelque part, je veux qu'elle sache. Je veux qu'elle sache qu'elle a une famille. » Mercé sentit quelque chose bouger en lui, comme la terre qui se tasse avant la floraison. Était-il possible que Rose et Willa soient... Il creusa plus profondément, le cœur battant. Sous les lettres se trouvait un petit journal. Sur la première page, il était écrit « Si nous avons une autre fille, j'aime les prénoms Rose ou Willa. Ils sonnent comme la lumière du soleil. » Le grenier sembla expirer autour de lui. Il resta assis dans le silence, la vieille maison craquant doucement sous lui, et laissa le poids de cette découverte s'imposer à lui. Ce n'était pas une coïncidence. Cela ne pouvait pas l'être. Les prénoms, les yeux, la façon dont les filles l'avaient regardé le premier jour, comme s'il leur était familier, comme s'il était déjà à elle. Il referma la boîte, serra le journal dans une main et descendit lentement l'échelle. Son souffle se bloqua entre l'émerveillement et la peur. En milieu de matinée, Delaney était de retour, sa trousse médicale à la main, le sourire aussi fatigué et chaleureux que d'habitude. Elle examina les filles sous le porche, tandis qu'Élise s'affairait à proximité, nourrissant les chèvres et leur offrant un soutien moral sous forme de glace. À l'intérieur, Mercer était assis à la table de la cuisine, le journal ouvert à côté de son café. Lorsque Delaney entra, elle remarqua immédiatement son expression. Que s'est-il passé? Il lui tendit le journal. Elle le lut en silence, puis leva les yeux écarquillés. « Tu penses que ces filles sont... Je ne sais pas, admit-il, mais je pense qu'elles sont peut-être à elle, à Evelyne, si elle avait des enfants, si quelque chose leur était arrivé et qu'elles avaient été oubliées. » Delaney secoua lentement la tête. « Ce n'est pas impossible. Des choses plus étranges se sont déjà produites. Mais comment le saurait-on? Un test ADN, dit-il à voix basse. Je ne veux pas leur faire peur, mais peut-être qu'il y a quelque chose dans le système, quelque chose que nous pouvons vérifier sans leur causer plus de peine. » Delaney acquiesça. « Laisse-moi passer quelques coups de fil discrets. Plus tard dans la journée, alors que la chaleur commençait à se dissiper,
Mercer trouva Willa seule sous le chêne, en train de dessiner quelque chose dans la terre, avec une brindille. Il s'assit à côté d'elle, en prenant soin de ne pas l'envahir. « Que dessines-tu » demanda-t-il. Elle haussa les épaules. « Une maison, on dirait de la mienne », dit-il doucement. Will le regarda, les yeux sombres et interrogateurs. « On peut rester, même si c'est juste un peu plus longtemps. » Mercer eut la gorge serrée. Il tendit lentement la main, paume ouverte, et elle y déposa la brindille. « Tu peux rester aussi longtemps que tu veux, » dit-il. « Et si tu décides de rester pour toujours, eh bien, on fera de la place. » Elle acquiesça d'un signe de tête et se blottit légèrement contre lui. C'était suffisant. Cette nuit-là, alors que le ciel passait du doré à un indigo profond, Mercer s'assit, seul sous le porche, avec le journal d'Eleanor, et tourna la dernière page. Peut-être que je ne la retrouverai pas. Peut-être que je ne vivrai pas assez longtemps pour essayer. Mais si tu lis ces lignes, qui que tu sois, prends soin d'elle. Prends soin de ce qu'elle n'a pas pu garder. Prends soin de ce que nous avons perdu tous les deux. Mercer referma le livre, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Il comprit que certaines promesses étaient faites par le sang, d'autres étaient tenues par l'amour. Mercer se tenait près du téléphone, les bras croisés, les doigts serrés, puis relâchés contre ses coudes. La cuisine y était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge au-dessus de l'évier, marquant un temps trop lent pour l'attente et trop rapide pour la peur. La voix de Delaney retentit dans le haut-parleur. « Il existe une base de données, » dit-elle doucement. « Une base de données sur les mineurs disparus et les liens maternels connus provenant des centres de désintoxication. J'ai trouvé une entrée, pas de nom, juste des années de naissance, des jumelles. Une femme nommée Evelyn Ward, enregistrée comme mère, disparue d'un refuge il y a 6 mois. Mercer sentit son souffle quitter sa poitrine. Ward, répéta-t-il, c'était le nom de jeune fille d'Eleanor. J'ai déposé une demande de comparaison ADN confidentielle auprès de l'agence. Nous devrions avoir une réponse dans les 48 heures. Mercer ferma les yeux. Merci. Il raccrocha le téléphone, les mains légèrement tremblantes. 2 jours. Il avait 2 jours pour supporter le poids d'une possibilité qui semblait plus grande que le sang et pourtant plus lourde que le chagrin. Ce soir-là, il s'assit dehors avec Élise, regardant Rose et Willa construire un petit monde dans la poussière, avec des brindilles pour clôture, des pierres plates pour maison et des capsules de bouteilles pour seau. « Tu crois qu'elles vont rester ?» demanda Élise. Mercer soupira. « Je ne sais pas encore, ma chérie. Peut-être. » Elle resta silencieuse un instant. « Tu les aimes déjà, n'est-ce pas ?» Il la regarda, sa fille si perspicace dans les domaines qui comptaient, si douce, là où le monde avait tenté de la rendre dure. « Oui, » répondit-il simplement. « Je crois que oui. » Elle acquiesça, comme si elle le savait avant lui. Puis, sans qu'il lui demande, elle s'approcha des filles et s'agenouilla dans leur petit monde. Elle ramassa un bâton et commença à tracer des lignes dans la terre, agrandissant la clôture, élargissant la cour. Lorsque Willa leva les yeux, Élise lui sourit. « J'ai fait de la place, » dit-elle, « au cas où on aurait un cheval ou quelque chose comme ça. » Rose roula des yeux d'un air taquin. « Tu n'as pas de cheval ?»« Pas encore. » Mercer se renversa dans le fauteuil à basque, le cœur gonflé et douloureux. Il ne savait pas exactement quand son monde avait basculé, mais c'était le cas, silencieusement, irrévocablement. L'après-midi suivant, la lettre arriva. Delaney arriva juste après le coucher du soleil, tenant l'enveloppe comme si elle était en verre. Elle ne dit pas un mot, se contenta de l'attendre et recula. Mercer la retourna entre ses mains. Il pensa à Eleanor, à son rire, à son cœur féroce, à sa tristesse d'avoir perdu sa sœur. Il pensa au journal qui se trouvait à l'étage, à l'espoir qu'elle avait griffonné dans les marges. Et il pensa aux filles, à la façon dont elles dormaient maintenant,
sans s'accrocher à leurs chaussures sous leur couverture. Il pensa à Willa qui avait recommencé à fredonner, à Rose qui avait demandé si elle pouvait aider à faire le café le matin, comme si elle était chez elle. Il ouvrit la lettre. L'ADN correspondait. Probabilité de lien biologique avec Eleanor Ward Callahan, décédée, 99,7%. Ces mots le frappèrent comme un coup de tonnerre, à la fois fort et silencieux. Delaney était assise en face de lui à la table de la cuisine. « C'est vrai, dit-elle. Ce sont les siennes, tes nièces. » Mercer acquiesça, mais ne dit rien. « À quoi penses-tu » demanda-t-elle doucement. « À ce que je savais déjà, » répondit-il. « Avant la lettre, avant le test, je le savais. » Delaney tendit la main et prit la sienne. « Et maintenant ?» Mercer regarda par la fenêtre où Élise et les filles jetaient des graines de tournesol aux poules, poussant des cris chaque fois qu'une d'elles volait trop près. « Ce ne sont pas seulement des Eleanor, » dit-il. « Elles sont à moi maintenant. » 2. Ce soir-là, il rassembla les filles sur le canapé. Elles s'assirent, comme elles le faisaient toujours. Willa se blottit contre lui. Rose se réfugia derrière Élise comme une ombre. « J'ai reçu une lettre aujourd'hui, » dit Mercer. « Elle m'a appris quelque chose d'important. » Les filles levèrent les yeux. Will chercha sa manche dans sa chemise. Il sourit gentiment. « Elle parlait de ta mère, Evelyn. C'était la sœur de ma femme. Cela signifie que vous deux... » « Ma famille ? Ma famille ?» Will cligna des yeux, les lèvres entr'ouvertes. Le visage de Rose se figea. « Ça veut dire qu'on doit partir ?» demanda Rose. « Non, » répondit Mercer fermement. « Ça veut dire que si vous voulez rester, je peux officialiser les choses. Vous n'aurez plus jamais à vous demander où est votre maison. » La voix de Will était si faible qu'il faillit ne pas l'entendre. « Mais si on est trop ?» Mercer sentit son cœur se serrer. Il tendit les bras et serra les deux filles contre lui. « Vous n'êtes jamais trop. Jamais. » Un long silence s'installa. Puis, Willa, toujours agrippée à sa chemise, demanda « Si on reste, on pourra t'appeler papa ?» Il eut la gorge serrée. Il jeta un coup d'œil à Élise, qui lui fit un signe de tête. Permission et bénédiction, tout en un. Mercer sourit, les yeux humides. « Vous pouvez m'appeler comme vous vous sentez, chez vous. » Cette nuit-là, après que tout le monde fut couché, Mercer s'assit seul sous le porche. La lettre contenant les résultats du test ADN pliée sur ses genoux comme un drapeau. Il n'avait plus besoin de preuves, ni des laboratoires, ni des noms. L'amour avait toujours été une forme de connaissance plus profonde. Il leva les yeux vers les étoiles, expira lentement et murmura « Eleanor, ils ont réussi. » Le vent souffla, chaud et chargé de poussière. Quelque part, un hibou ulula dans les bois. Mercer resta là longtemps, après que la maison eut retrouvé son calme, gardant la paix, portant le poids de quelque chose de sacré. Pas une perte, pas une obligation, mais une arrivée. La ferme respirait différemment à présent. Elle n'était pas plus bruyante, pas exactement, juste plus pleine, comme si les murs s'étaient étirés pour faire place à plus de voix, plus de pas, plus de rires, et peut-être même plus d'amour. Chaque matin commençait par le bruit des chaises qui raclaient le sol de la cuisine et le cliquetis des bols de céréales. Rose avait appris à faire un café plus fort que Mercer ne l'aimait, mais il n'en disait jamais rien. Willa avait commencé à fredonner en se brossant les dents, et Élise insistait pour apprendre aux deux filles à se faire des tresses à la française. Les tresses étaient bancales et trop serrées, mais les filles les portaient comme des couronnes. Le troisième matin après la lettre sur l'ADN, Mercer les trouva toutes les trois blotties à la table, les coudes et les têtes se touchant, penchés sur un projet de bricolage. Il s'appuya contre l'encadrement de la porte, les bras croisés, les regardant sans rien dire. Élise expliquait quelque chose sur la cimerie. Will
La langue légèrement tirée en signe de concentration collait des pétales de fleurs séchées pour former une bordure, tandis que Rose stoïque, d'habitude observatrice silencieuse, dessinait avec un soin minutieux au centre de la page. Lorsque Mercer s'approcha, elles levèrent toutes les yeux. « C'est pour l'école, » dit Élise. « Notre projet d'écriture pour l'été. Mademoiselle Tanner nous a dit que nous pouvions écrire sur quelque chose qui nous tenait à cœur. » Mercer haussa un sourcil. L'école n'a même pas encore repris. Rose haussa les épaules. Elle nous a donné une longueur d'avance. Elle a dit que nous aurions besoin de plus de temps que les autres enfants. Mercer acquiesça, sans insister. Il n'avait pas besoin de savoir ce qu'elles écrivaient. Il sentait une vérité se dévoiler tranquillement à travers les crayons et la colle. Plus tard dans l'après-midi, pendant que les filles faisaient la sieste dans une cabane construite avec des draps et des balais, Mercer trouva la lettre. Elle avait été laissée sur son oreiller, écrite de la main d'Élise, pliée en 3 et décorée de 2 cœurs dessinés à la main. Il hésita, puis l'ouvrit. « Chère Rose et Willa, je ne sais pas comment ça marche quand quelqu'un de nouveau arrive et vous donne l'impression de le connaître depuis toujours. Mais c'est ce que je ressens pour vous. Quand j'étais petite, je faisais semblant d'avoir des sœurs. Je parlais aux ombres dans mon placard et je leur donnais des noms. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de faire semblant. Si vous restez ici, je partagerai ma chambre, mes céréales, même mes livres, où j'ai écrit dans les marges. Désolé. Et vous pouvez appeler papa, papa. Je vous promets qu'il a assez de cœur pour nous tous. Je t'aime. » Élise Mercer s'assit sur le bord de son lit, la lettre sur les genoux. Il avait construit des barrières, émotionnelles, logiques, des années à se battre, à tenir bon, à tenir le monde à distance, avec ses mains tachées de graisse et son regard froid. Mais rien ne l'avait préparé à cette lettre, pas à cause de ce qu'elle disait, mais parce que c'était vrai. Ce soir-là, Delaney passa avec 2 sacs de voyage cousus à la main qu'elle avait rapportés du centre d'aide. Elle les tendit aux filles sur le porche, s'accroupissant pour les regarder dans les yeux. « C'est pour vous, » dit-elle. « Ça ne vient pas de l'État, ni d'un refuge, ça vient de moi. » Willa serra le sien contre sa poitrine, comme s'il s'agissait d'un trésor. Rose ouvrit le sien et eut le souffle coupé en découvrant le nouveau carnet de croquis et la boîte de crayons de couleur à l'intérieur. « Tu t'es souvenu que j'aimais dessiner ?» dit-elle doucement. Delaney sourit. « Je me souviens de tout ce qui compte. » Mercer se tenait à proximité, observant Delaney avec les filles. Elle n'essayait pas d'être la sauveuse de qui que ce soit. Elle ne jouait pas un rôle. Elle était simplement présente, stable, compatissante. Et à ce moment-là, il comprit quelque chose. Elle n'aidait pas seulement les filles. Elle l'aidait lui aussi. Ce soir-là, alors qu'il débarrassait la table, Mercer fit signe à Delaney de rester encore un peu. Elle hésita, puis acquiesça. Élise insista pour qu'ils s'assoient tous sous les étoiles. Ils sortirent donc une couverture en lambeaux et s'allongèrent dessus, tous les 5 enchevêtrés, fatigués et encore repus de cornbread. Rose désigna les constellations avec une précision surprenante. Maman nous a appris avant que nous déménagions souvent. Mercer ne la pressa pas, se contentant d'écouter. Delaney s'allongea sur les coudes, le regard tourné vers le ciel. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment les étoiles restent toujours les mêmes, même quand tout le reste s'écroule. Mercer lui jeta un regard en coin. Tout ne s'écroule pas. Elle le regarda, et, pendant une seconde, quelque chose passa entre eux, sans être dit, mais à la fois familier et nouveau. Plus tard, lorsque les enfants furent rentrés et que la nuit s'était installée autour d'eux, Delaney s'attarda. « Je ne peux pas rester longtemps, » dit-elle, mais elle ne bougea pas. Mercer lui tendit une tasse de café tiède, puis s'assit un moment et fit semblant de pouvoir rester. Elle rit
Tu as toujours su donner de l'importance aux choses ordinaires. Il regarda le jardin. Elles ont de l'importance, toutes, surtout maintenant. Une pause, puis Delaney demanda « Est-ce que la vie que tu pensais avoir te manque parfois ?» Mercer y réfléchit. Les rêves, la musique, la jeunesse perdue trop vite, la famille qu'il ne savait pas qu'il allait garder. « Je pense, dit-il lentement, j'étais destiné à perdre la vie que j'avais imaginée pour trouver celle qui m'attendait. » Delaney se tourna vers lui avec un regard doux. « C'est une bonne réponse. C'est une réponse honnête. » Avant de partir, elle serra chacune des filles dans ses bras et promit de ramener des pêches fraîches du verger de son voisin. La prochaine fois, Mercer l'accompagna jusqu'à son camion. Elle s'arrêta à la portière, les doigts tapotant la poignée. « Mercer, tu fais ce qu'il faut. Tout. J'essaie. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Puis elle l'embrassa sur la joue. À peine, un effleurement chaud sur sa peau, mais qui resta longtemps après son départ. L'appel arriva un jeudi matin, juste après le lever du soleil. La voix de Delaney, à l'autre bout du fil, était calme, mais Mercer la connaissait trop bien pour ne pas percevoir la tension sous-jacente. « Je dois te dire quelque chose, dit-elle, et je ne voulais pas que tu l'apprennes par quelqu'un d'autre. » Il serra le téléphone plus fort. « Vas-y, il y a un homme. Il s'appelle Travis Lang. C'était le partenaire d'Evelyn. C'est peut-être le père de la fille. Peut-être pas. Il a ça été vu à la périphérie de la ville. Il pose des questions. » Mercer sortit sur le porche et scruta l'horizon comme si le nom pouvait soudainement apparaître dans la poussière et la fumée. « Tu penses qu'il est dangereux? Je crois que Delaney a dit qu'il était la raison pour laquelle Evelyn avait disparu. Et je pense que s'il les trouve, ce ne sera pas par amour. » Mercer serra les mâchoires. Ils ne parlent même pas de lui. Ils n'ont pas besoin de le faire. Cette journée avait été longue et pénible. Les filles avaient joué comme d'habitude, nourrissant les poules, ramassant les œufs chauds dans un panier en osier, riant de la chèvre qui essayait de voler le ruban de la tresse d'Élise. Mais Mercer n'avait pas quitté le bord du jardin des yeux. Il avait vérifié 2 fois les serrures, longé la clôture à la tombée de la nuit, gardé les clés du camion dans sa poche. Il ne leur avait rien dit, pas encore. Il ne voulait pas voir la lumière s'éteindre dans les yeux de Willa, ni le corps de Rose se raidir, comme chaque fois qu'elle sentait un danger approcher. Mais cette nuit-là, en passant devant leur chambre commune, il l'entendit, la voix de Will, étouffée et fragile. « Et s'il nous trouve ?» répondit Rose tout aussi doucement. « Il ne nous trouvera pas. Mercer n'est pas comme lui. » Will marqua une pause. « Comment le sais-tu ?»« Parce qu'il reste. » Mercer resta un moment dans le couloir sombre, le cœur battant, puis il prit une décision. Le lendemain matin, il se rendit en ville et entra dans le bureau du shérif avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il expliqua la situation, ce qu'il savait, ce qu'il soupçonnait, ce que Delaney avait découvert. Il demanda quelles étaient ses options. « Techniquement, » dit le shérif Watson, en se grattant le menton, « vous n'êtes encore qu'un tuteur temporaire. Aucun document d'adoption légale n'avait été déposé. Si Lang avait une preuve de paternité, il ne l'avait pas. Mercer l'interrompit. Il les a abandonnés. Il mourait de faim et était seul. « Je vous crois, » dit le shérif, « mais la justice peut être lente à rattraper la vérité. » Mercer se pencha en avant, la voix ferme. « Alors je dois aller plus vite que la justice. » Watson le regarda dans les yeux. « Vous pensez à la garde complète ?» Mercer n'hésita pas. « Je ne pense pas. J'agis. » Cet après-midi-là, il s'assit avec Rose et Willa à la table de la cuisine. Élise était dehors, en train d'attacher des rubans aux cornes de la chèvre. Inconsciente et heureusement libre, Mercer prit une profonde inspiration. Un homme pourrait venir vous chercher. Il s'appelle Travis Lang. Le visage de Will devint livide. Rose lui prit la main sans réfléchir. « Je ne te dis pas ça pour te faire peur.
dit Mercer, mais parce que j'ai promis de ne jamais te mentir, et parce que je veux que tu saches que je suis là. Tu n'as pas besoin de partir. Tu ne veux pas partir, murmura Willa. Mais s'il était avec maman, dit Rose. Mercer secoua la tête. Ça ne fait pas de lui ton père. Ça fait juste de lui quelqu'un de ton passé. C'est toi qui décides qui est ta famille maintenant. Un long silence s'installa. Puis, Rose prit la parole d'une voix bichwasse et ferme. « C'est toi que nous choisissons, dit-elle. Alors je protégerai ce pourquoi j'ai été choisie. » Delaney arriva ce soir-là avec un petit paquet de papier et l'air déterminé. « Ce sont des formulaires de tutelle, dit-elle. C'est temporaire pour l'instant, mais c'est un début. J'ai parlé à un avocat à Austin. Si nous pouvons prouver l'abandon et l'absence de contact, nous pourrons demander l'adoption. Nous devons agir rapidement avant que Lang ne trouve un moyen de revendiquer des droits qu'il n'a jamais acquis. » Mercer signa les papiers sans hésiter. Delaney l'observa un instant. « Cela vous effraie plus que tout. » Elle acquiesça. « Mais vous êtes toujours là. » Il la regarda droit dans les yeux. « Toi aussi. » Ce soir-là, Mercer trouva Élise sur le porche, les jambes pendantes, les bras autour des genoux. « Tout va bien ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. Elle acquiesça. « Je t'entendais parler à Mademoiselle Delaney. » Il attendit. Élise leva les yeux. « Il va venir les emmener ?» Mercer posa une main sur son dos. « Pas si je peux l'en empêcher. » Élise resta silencieuse pendant un moment. « Alors, s'il vient, on pourra les cacher, comme dans les films. » Mercer sourit, mais cela lui brisa le cœur. « Nous n'aurons pas besoin de cacher qui que ce soit. Nous resterons ici et nous nous battrons avec la vérité. » Élise acquiesça solennellement. « Tu es un bon papa, tu sais. » Il la serra contre lui. « J'essaie. » Longtemps après que la maison eut été plongée dans le silence, Mercer était assis à la table de la cuisine, les papiers de tutelle à côté de sa tasse de café. Il fixa la signature, son nom écrit à l'encre bleue, qui le liait à quelque chose de plus grand que la loi. Il ne s'agissait pas seulement de protection, il s'agissait d'appartenance. Il plia délicatement les papiers et les rangea dans le tiroir avec le journal d'Eleanor, 2 exemplaires du même serment, séparés par des années. Puis il éteignit la lumière, sortit sur le porche et se tint sous le ciel étoilé, vaste et infini, au-dessus de lui. Quelque part, un homme qui s'était enfui était peut-être à sa recherche. Mais Mercer n'avait pas l'intention de lâcher prise. Le dimanche matin à Val-Sereine sentait encore la cannelle et les souvenirs lointains. Mercer se tenait dans la cuisine, vêtu d'une chemise en flanelle et d'un jean usé, les manches retroussées et les mains couvertes de farine. La fenêtre à côté de l'évier projetait une douce lumière dorée sur le plan de travail, se reflétant sur les bols, les miettes et 3 séries d'empreintes digitales collantes. Derrière lui, le chaos bourdonnait de sons chaleureux et joyeux. « Papa, tu as mis trop de lait !» cria Élise en riant. « Ce n'est pas du lait, c'est l'âme de la pâte !» répondit Mercer, en feignant d'être offensé. Willa gloussa. « Alors ton pain aura une âme détrempée. » Rose, assise en tailleur sur le sol, esquissait la scène avec les crayons de couleur que Delaney lui avait offert la semaine dernière. Elle levait les yeux toutes les quelques minutes pour capturer un nouvel angle. Mercer plissant les yeux pour regarder le sac de fleurs, Élise faisant semblant d'être le chef cuisinier, Willa glissant des raisins dans sa bouche au lieu de les mettre dans le bol. Il construisait quelque chose, pas seulement du pain, mais un rythme, une routine, une famille, pas celle du sang, mais celle du cœur. Dehors, le monde retenait son souffle dans la chaleur de la fin de l'été. Les chèvres, somnolentes au soleil, les poules caquetaient paresseusement. Et à l'intérieur, l'odeur de la pâte qui levait et du beurre noisette apportait quelque chose de presque sacré à la petite ferme. Pendant que les pains cuisaient,
Mercer s'installa sur la balancelle de la véranda, une tasse chaude à la main. Delaney arriva juste avant midi, un panier de pêche sur la hanche et une bouteille de miel local dans l'autre. « Je viens avec des cadeaux et sans attente », dit-elle en plaisantant. Mercer se leva et prit le panier, effleurant doucement sa main. « C'est une bonne visite. » La petite fille déboula sur le porche. Un instant plus tard, pieds nus et bronzés. « Tu es venu ?» cria Will. « Je te l'avais promis, non ?» Delaney sourit en s'accroupissant pour les serrer tous les deux dans ses bras. Rose lui tendit une page pliée de son carnet de croquis, un dessin représentant les 5 enfants assis sous le grand chêne. « Ce n'est pas encore fini, » dit-elle timidement. « C'est déjà parfait, » répondit Delaney en rangeant soigneusement le dessin dans son sac. Le déjeuner de ce jour-là n'était pas très raffiné, mais copieux. Du pain chaud, du beurre frais, des tranches de pêche disposées sur des assiettes en émail et ébréchées. Personne ne se pressait, personne n'avait besoin d'être ailleurs. C'était le genre de repas que l'on ne planifie pas, mais que l'on savoure à chaque instant. Après avoir mangé, ils s'assirent sous l'arbre, le ventre plein, et discutèrent tranquillement. Delaney s'adossa contre le tronc et soupira. « J'avais oublié ce que ça faisait », demanda Mercer. Elle leva les yeux vers les branches. « C'est le genre de calme que l'on mérite, celui pour lequel on se bat. » Mercer suivit son regard. « Ce n'est pas un silence éternel, mais je m'en contenterai volontiers cet après-midi. » Delaney lui jeta un regard tendre. « Tu n'es plus l'homme que j'ai connu, en mieux ou en pire. » Elle sourit, plus honnête, peut-être simplement plus. Plus tard, alors que le soleil se couchait sur les collines à l'ouest, Élise rassembla les autres. « Allez, jouons à un jeu. »« À quoi ?» demanda Rose. « Ça s'appelle 3 choses, » expliqua Élise. « Chacun dit 3 choses pour lesquelles il est reconnaissant. Ça peut être n'importe quoi. » Will leva la main. « On peut dire 2 fois la même chose ?» Élise acquiesça. « Surtout si tu veux. » Ils s'assirent en cercle sur l'herbe. Delaney les rejoignit, repliant sa jupe sous ses jambes. « Je commence, » dit Élise. « 1. Ma famille. 2. Les pêches. 3. Quand les chèvres tombent. » Tout le monde rit. Willa suivit. 1. Avoir ma propre couverture. 2. Les dessins d'Élise. 3. Cette journée. Rose avait l'air nerveuse, mais Élise lui serra la main. « D'accord, commença Rose. 1. Les crayons qui ne castent pas. 2. Le pain de chez Mercer. 3. Être vu. » Personne ne parla pendant une seconde. Puis Mercer dit « Les miens sont simples. 1. Les secondes, chance. 2. Mes 2 filles. 3. Il fit une pause. Des rires dominicaux. Delaney le regarda, les yeux brillants. Quand ce fut son tour, elle dit doucement « Une bouffée d'air dans mes poumons. 2 personnes qui restent. 3. Le sentiment que l'on éprouve quand on n'a pas à partir. » Ce soir-là, après le bain et les histoires, Mercer se retrouva dans la cuisine à faire la vaisselle pendant que Delaney essuyait. Il avait l'impression que ce souvenir était encore en train de s'écrire. « Tu pourrais rester ?» dit-il doucement. Elle se tourna vers lui. « Ce soir, non, » sourit-il. « Ici, dans cette partie de ma vie, tu n'as pas besoin de réparer les choses pour leur appartenir. » Delaney baissa les yeux vers la serviette qu'elle tenait dans ses mains, puis les releva. « Tu as toujours fait de la place pour les gens, Mercer, même quand tu n'en avais pas à offrir. » Il haussa les épaules. « Je sais juste ce que c'est que d'avoir besoin de quelqu'un et de n'avoir personne. » Elle tendit la main et toucha son bras. « Tu n'es plus seul. » Après son départ, Mercer traversa la maison silencieuse, vérifiant les portes, bordant les couvertures, s'arrêtant devant le lit de chaque enfant. Chaque pièce abritait désormais non seulement une personne, mais aussi une raison d'être. Il sortit sur le porche, l'air encore tiède, les grillons chantant dans l'obscurité. La balancelle grinça sous lui. Il expira lentement, la journée s'installant dans ses os.
À l'intérieur de cette maison, 3 filles dormaient, porteuses d'histoires, à la fois brisées et florissantes. Et quelque part, au fond de lui, l'homme qu'il était autrefois, perdu, fatigué, incertain, expira enfin lui aussi. Il ne les réparait pas, ils se construisaient les uns les autres. La première pluie de la saison arriva sans prévenir, juste après le crépuscule. Alors que Mercer tendait la bâche sur le tas de bois, il sentit la première goutte embrasser sa nuque, fraîche, soudaine et étrangement bienvenue. Quand il se tourna vers le porche, le ciel s'était ouvert comme un soupir, baignant la terre sèche d'une lumière argentée. À l'intérieur de la maison, les filles poussaient des cris de joie. Élise courait d'une pièce à l'autre, ouvrant les fenêtres juste assez pour laisser entrer l'odeur de la terre humide. Willa tournait pieds nus sur le tapis, comme une danseuse perdue dans la joie. Rose, toujours observatrice, était appuyée contre le rebord de la fenêtre, un carnet de croquis à la main, traçant les lignes de l'eau qui tombaient avec des crayons de couleur. Mercé s'arrêta dans l'entrée pour les regarder. Leur joie était bruyante et sans retenue, comme le tonnerre, avec un battement de cœur. Cela le bouleversa, non pas parce qu'il n'avait jamais vu le bonheur auparavant, mais parce que cette fois, c'était chez lui, chez des enfants qui autrefois parlaient à peine, des enfants qui désormais faisaient confiance au mur pour ne pas s'écrouler sur eux. La confiance, c'était ça, le véritable miracle. Plus tard dans la nuit, alors que le tonnerre grondait au loin et que l'odeur de la pluie s'accrochait aux moustiquaires, Mercer passa de pièce en pièce, accomplissant un rituel silencieux. Il tamisa les lumières, vérifia les couvertures et veilla en silence sur les rêves de ses enfants. Il s'arrêta devant la porte d'Élise. Elle dormait déjà. Sa main était crispée sur le bord de son oreiller, son cheval en peluche serré sous son bras. Il embrassa son front et murmura les mots qu'il lui disait chaque soir depuis sa naissance. « Tu es ma bonne chose. » Ibami. Puis il se dirigea vers la chambre que Rosa et Willa partageaient désormais. Willa était allongée sur le côté, bien réveillée, ses yeux reflétant les éclairs à travers la fenêtre. « Tu ne dors pas ?» murmura Mercer en entrant. Elle secoua la tête. Il s'assit sur le bord du lit. « L'orage te dérange ?» admit-elle. Il lui prit la main. « Tu veux que je reste jusqu'à ce que ça passe ?» Elle acquiesça, puis après une pause, dit doucement. « Je peux te dire quelque chose ? Tout ce que tu veux. Quand j'avais peur, je parlais au ciel. Je faisais semblant que quelqu'un là-haut m'écoutait, que peut-être maman était encore en vie ou qu'il y avait quelqu'un de gentil qui ne m'avait pas encore trouvé. » Mercé déglutit péniblement. « Cette personne t'a répondu. Pas vraiment, mais parfois, je me sentais un peu mieux. » Elle se tourna vers lui, son petit visage éclairé par la lueur de la lampe. J'ai arrêté de demander à quelqu'un de venir. Il écarta une mèche humide de son front. Pourquoi? Parce qu'il ne venait jamais. Et puis j'ai pensé que j'étais peut-être trop invisible. Mercé sentit sa poitrine se serrer. Il voulait dire quelque chose, n'importe quoi, mais aucun mot ne pouvait exprimer le poids de ce qu'elle venait de révéler. « Je ne pense plus que je suis invisible, » dit-elle. « Pas ici. » Une boule se forma dans sa gorge. Il posa doucement une main sur son épaule, mais elle la saisit et la serra fort. Puis, à peine plus fort que la pluie dehors, elle demanda « Si je t'appelais papa, ça te ferait ça ?» Le monde s'arrêta. Pendant un instant, il n'y eut plus que les battements de son cœur qui résonnaient dans ses oreilles et la petite main qui tenait la sienne comme une bouée de sauvetage. Il acquiesça une fois, puis parla à travers le nœud qui lui serrait la gorge. « Ça me ferait plus que plaisir. » Elle sourit, un vrai sourire, petit et assuré. « D'accord, alors, » murmura-t-elle. « Bonne nuit, papa. » Mercé resta longtemps assis dans le couloir. Il fixait le grain du parquet, laissant le mot résonner en lui comme un hymne. « Papa ». Il avait cru l'entendre pour la dernière fois le jour où Eleanor était mort. Il s'était trompé. Le lendemain matin, le monde était propre.
Le chemin de terre scintillait de flaques d'eau et les feuilles des peupliers brillaient comme du verre. Mercer prépara des pancakes, pas à partir d'une préparation toute prête cette fois, mais fait maison, parce que certains matins méritaient mieux. Lorsque Willa entra dans la cuisine et tira sur sa chemise, il s'agenouilla et la serra dans ses bras, la tenant plus longtemps qu'elle ne le comprenait probablement. Mais elle ne le lâcha pas non plus. Élise remarqua la scène et, avec son sourire complice habituel, murmura à Rose « Je t'avais bien dit qu'il était magique ». Delaney arriva en retard ce matin-là, les bottes boueuses, un chapeau à large bord lui ombrageant les yeux. « Il paraît qu'il a plu », dit-elle en entrant sous le porche. Mercer ouvrit la porte. « Entre. Il s'était passé quelque chose d'important. » Elle pencha la tête. « Quoi ?» Elle m'a appelé papa. Delaney cligna des yeux et, pour la première fois depuis toutes ces années, Mercer la vit sans voix. Puis elle sourit, doucement, pleinement, sans réserve. « Tu l'as mérité, » dit-elle. Plus tard, tandis que les filles jouaient dans le jardin et que Mercer et Delaney buvaient un café sous le porche, il demanda « Penses-tu que les enfants brisés peuvent vraiment guérir ?» Delaney regarda vers le jardin, observant Willa courir après la chèvre et rire si fort qu'elle tombait par terre. « Je ne pense pas que ce soient les enfants qui soient brisés, » répondit-elle. « Je pense que c'est le monde qui l'est. Et quand quelqu'un prouve que ce n'est pas toujours une fatalité, les fissures commencent à se refermer. » Mercer but une gorgée de café et pensa au journal d'Eleanor, qui se trouvait à Leyte. Il pensa au grenier, à la lettre, au jour où il avait failli quitter le restaurant de routier et manquer tout ce qui avait suivi. « Tu as déjà pensé à rester ?» demanda-t-il doucement. Delaney se tourna vers lui, le regard fixe. Tout le temps, l'automne s'installa doucement à Val-Sereine. L'air devenait vif tôt le matin, emportant avec lui l'odeur du bois de chauffage à la cannelle et quelque chose d'autre que Mercer ne pouvait pas vraiment nommer, peut-être le contentement. Cela faisait 3 mois que Willa l'avait appelé papa, et rien n'avait été tout à fait pareil depuis. Ou peut-être que tout était devenu ce qu'il avait toujours été censé être. Les feuilles bruissaient sur le chemin de gravier, comme des pièces d'or éparpillées dans un éclat de rire. Les chèvres étaient plus calmes maintenant, grâce après les espiègleries de l'été, et gâtées par toute l'attention qu'on leur portait. Les poules suivaient Élise comme des disciples, et à l'intérieur de la maison, les murs ne résonnaient plus. Ils retenaient tout. Un samedi matin, juste avant Thanksgiving, Mercer se tenait debout à la table de la cuisine, tandis que les filles griffonnaient, avec des stylos de couleur et des bâtons de colle. C'était le jour de la rédaction familiale, une tradition scolaire selon Élise, qui avait pris la liberté d'en informer les jumelles. « Pas besoin d'être sérieux, » dit-elle en mordillant le bout de son stylo. « Dites simplement ce qui fait que nous sommes nous. » Will avait préféré faire un dessin, 5 bonhommes, allumettes sous un soleil tordu. Rose avait écrit un poème. Mercer ne l'avait pas lu, mais elle l'avait plié en forme de cœur et glissé dans sa ceinture, à outils, pendant qu'il ne regardait pas. Élise, quant à elle, avait écrit 1 page et demie. Lorsque Mercer lui a finalement demandé ce qu'elle avait écrit, elle a souri et répondu « J'ai juste dit la vérité ». Plus tard dans la journée, ils ont ramassé des feuilles dans le jardin. Les filles sautaient dans les tas et en lançaient des poignées en l'air. Mercer se tenait sous le porche, une tasse de café à la main, les regardant à travers le prisme d'une vie qu'il avait du mal à croire être la sienne. Delaney est arrivée dans son camion. Comme elle le faisait souvent le week-end, elle sortit avec une tarte encore chaude et un dossier sous le bras. « J'ai apporté la meilleure », dit-elle, en désignant la tarte. Mercer sourit. « Aux pêches, bien sûr. » Elle lui tendit le dossier. Ça aussi. À l'intérieur se trouvaient les derniers documents. L'adoption était officialisée, irrévocable, légale et éternelle.
Mercé les lut lentement, puis leva les yeux brillants d'émotion. C'est fait, Delaney acquiesça. Depuis, aïe, tu es leur père, pas seulement dans les faits, mais aussi de nom. Il regarda vers le jardin. Willa leur fit signe. Rose hocha fièrement la tête, comme si elle savait. Élise tournait sur elle-même, les bras tendus, riant vers le ciel. « Je l'étais déjà », dit-il. Delaney se plaça à ses côtés. Maintenant, le monde entier le sait aussi. Ce soir-là, ils allumèrent un feu dans le foyer, derrière la grange. Les filles firent griller des marshmallows. Élise brûla la sienne 2 fois exprès, juste pour la voir couler. Delaney s'assit près de Mercer sur le vieux banc en bois, leurs épaules se touchant. Rose sortit un morceau de papier froissé de son sac. « Je veux vous lire quelque chose. » Les bavardages cessèrent. Le crépitement du feu était le seul bruit. Elle s'éclaircit la gorge et commença. « Nous venons de nulle part, de routes brisées, de nuits bruyantes et de pleurs silencieux. Nous venions de quelqu'un qui nous aimait, mais qui ne pouvait pas rester. Nous sommes arrivés chez un homme qui ne nous connaissait pas, mais qui nous regardait comme si nous étions destinés à être à lui. Et nous sommes devenus une famille. » Le silence s'installa, mais il n'était pas gênant. Wheeler lui prit la main. Élise essuya ses yeux sans essayer de le cacher. Mercé déglutit péniblement. C'était magnifique. Rose haussa soudain les épaules, timide. C'est juste la vérité. Alors que le feu s'éteignait et que les étoiles commençaient à scintiller dans le ciel, Mercer se surprit à fixer les flammes, se remémorant le grenier, la lettre, la voix qui avait demandé à May « Nous avons vos restes, monsieur ». Tout avait commencé par une question de besoin. Cela s'était terminé dans l'abondance. Delaney appuya sa tête sur son épaule. « Je ne vous l'ai jamais dit », murmura-t-elle. « Mais je priais pour que quelqu'un trouve ses filles, pas le système. Quelqu'un de bien. » Mercé la regarda, surpris. « Tu as prié ?» Elle sourit. « Tout le monde le fait, à sa manière. » Il acquiesça. « Et toi, as-tu prié pour que quelqu'un te trouve ?»« Je ne savais pas que j'avais besoin d'être trouvée, » murmura-t-elle. Mercé lui prit la main. « Peut-être que nous en avons tous besoin, au moins une fois. » Plus tard dans la nuit, alors que la jeune fille dormait, il erra de pièce en pièce. Chaque espace avait changé, non pas à cause de la peinture ou du mobilier, mais à cause d'une présence. Des chaussures près de la porte, des tresses accrochées à des clous, des rires qui résonnaient dans les coins. Il s'arrêta dans le couloir, touchant l'échelle du grenier sans la descendre. Pas ce soir. Ce soir, c'était en bas, dans les lits chauds, avec les gens qui avaient autrefois vécu avec des valises sous leur oreiller et leurs chaussures lacées pour s'enfuir. Ce soir, c'était pour ceux qui avaient été trouvés et ceux qui avaient choisi de rester. Dans sa chambre, Mercer ouvrit le journal d'Eleanor. Il tourna la dernière page blanche et prit un stylo. Il n'écrivit ni histoire ni résumé. Il écrivit simplement « Ils sont restés, ils sont aimés, et je suis à nouveau entier. » Il referma le journal et le posa à côté de la lampe. Puis il se dirigea vers la fenêtre, tira le rideau et leva les yeux vers le ciel. Les mêmes étoiles brillaient au-dessus de la maison. La même lune qu'il avait vu tout perdre le regardait maintenant tout regagner. Pas comme avant, mais comme cela devait être. Et sous ce même ciel commun, sous ce même soleil doré qu'il avait autrefois consumé, Mercer Callahan, autrefois vide, trouva enfin la paix, non pas parce que sa vie était parfaite, mais parce qu'elle était pleine. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, nous aimerions savoir où vous l'avez vue. Rejoignez-nous dans les commentaires et abonnez-vous pour rester informés.